Parce que si vous ne pouvez pas gérer la pression, selon moi, vous ne pouvez pas vraiment réussir. Pas seulement réussir un peu, mais réussir tout court. Donc vous devez être capable de résister à la pression. J'ai traversé des moments très difficiles au début des années 90. Beaucoup de mes amis ont fait faillite, et beaucoup de mes ennemis aussi. Ce qui ne m'a pas dérangé du tout, mais beaucoup de mes amis n'ont jamais remonté la pente. Moi, je n'ai jamais fait faillite, mais j'étais en grosse difficulté. Et vous vous battez, vous continuez à vous battre, vous utilisez votre cerveau, vous prenez beaucoup de décisions en espérant qu'elles seront toutes bonnes, ou du moins la plupart, et vous finissez par devenir beaucoup plus grand qu'avant. Ça forge le caractère. Et j'aime le fait que quelque chose forge mon caractère. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez vivre chaque année, mais quand ça vous arrive, vous apprenez beaucoup sur vous-même. La raison pour laquelle nous voulons en parler, c'est que pour moi, c'était au début des années 80. J'ai perdu 1 million de dollars. Ce n'est pas beaucoup, bravo. Oui, mais à l'époque, 1 million de dollars n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. C'était beaucoup d'argent. J'étais ruiné et je n'avais plus rien. Je n'ai pas déclaré faillite non plus, parce que je me suis dit qu'il fallait se battre. Je pense que c'est le message que je veux communiquer. Il y a toujours des moments plus durs où il faut se battre et ne pas abandonner. Tout le monde traverse des périodes difficiles, et certaines personnes en ressortent meilleures, d'autres non. Donc nous encourageons les gens à faire de leur mieux. Eh bien, je crois vraiment qu'en des périodes comme celle-ci, où l'économie mondiale va si mal, vous avez plus d'opportunités de gains financiers que vous n'en auriez jamais en des périodes bien plus prospères. Et je veux dire aux gens, allez à la banque, achetez une maison, négociez un accord avec la banque. Ils proposeront un financement. Les gens me disent, mais nous n'avons pas cet argent. Je réponds, vous n'avez pas besoin d'argent, c'est la banque qui a l'argent. Et vous négociez un plan de financement. Vous et moi avons une grande expérience. Nous avons écrit un livre qui est devenu numéro 1 best-seller. Et comme vous le savez, vous avez décidé d'être un peu trop économe et vous avez choisi un imprimeur pour ce livre. Parce que nous n'avions pas besoin d'éditeurs. Vous avez déjà écrit des best-sellers, j'ai déjà écrit des best-sellers. Alors vous êtes allé chez cet imprimeur et vous avez économisé environ 3 $ par livre. Et la société a fait faillite. Nous sommes donc passés de numéro 1 à plus de livres du tout. Tout le monde devenait fou en disant « Où peut-on trouver votre livre ?» C'était probablement la chute la plus rapide de l'histoire. Du numéro 1 à « On ne trouve plus votre livre ». Mais nous avons appris de cela. Et je voulais aller chez une maison d'édition. Ce qui aurait coûté un peu plus cher, mais ça aurait été plus sûr. Et je ne dis pas que vous avez eu tort. Dans de nombreux cas, vous auriez eu raison. Par exemple, si on était allé chez ce même imprimeur 2 ans plus tôt, il n'y aurait pas eu de problème. Et on aurait vendu le livre pendant au moins 2 ans. Mais on apprend des leçons dans la vie. Et je pense que ce jour-là, nous avons tous les deux appris. C'est toujours difficile, passer de numéro 1 à rien du tout. C'est extrêmement difficile. Et nous avons appris quelque chose de cela. Exactement. Et nous continuons à revenir, nous nous battons et nous revenons encore plus fort. Ça signifie que, dans ce cas, je pense que notre prochain livre, nous irons chez l'entreprise d'édition avec les reins les plus solides. Oui, on sera plus intelligent la prochaine fois. On gagnera peut-être un peu moins, mais probablement beaucoup plus sur le long terme. Et aussi beaucoup moins de maux de tête, exactement. Ce qui a été très intéressant, c'est que récemment, quelqu'un m'a demandé la définition de ce qu'est être entrepreneur. Et être entrepreneur, cela signifie beaucoup de choses différentes. Vous devez avoir une idée, ne jamais abandonner et faire toutes sortes de choses différentes. Mais il y a une qualité que j'ai ajoutée au cours des dernières années. Vous devez être capable de supporter la pression. Je connais beaucoup de personnes très intelligentes qui ont de grandes idées, mais elles ne parviennent pas à gérer la pression. Et si vous ne pouvez pas gérer la pression, vous ne pouvez pas être un grand entrepreneur. Oui, je pense que vous devez presque vous épanouir grâce à cette pression. Comme vous le dites, il faut faire ce que vous aimez. Mais je pense que, comme moi, il y a beaucoup de choses que vous faites et que vous n'aimez pas faire. Moi, je l'ai fait quand même à cause du challenge que cela représente. Je le fais pour réussir, je le fais pour ressentir cette pression. Cela me rend meilleur, plus fort, plus intelligent. Je sais que si je résous ce problème, je serai plus intelligent à la fin du problème. Donc je pense que c'est ce que j'aime dans la pression. Parce que nous créons quelque chose à partir de rien. Vous savez, quand vous avez créé ce bâtiment, il n'y avait rien. Et vous avez dit qu'il y aurait un bâtiment ici. Le mot pression est très intéressant. Et nous allons écrire un livre ensemble intitulé « Le toucher de Midas ». Et une grande partie de ce livre sera consacrée au mot pression. Parce que si vous ne pouvez pas gérer la pression, selon moi, vous ne pouvez pas vraiment réussir. Pas seulement réussir un peu, mais réussir tout court. Donc vous devez être capable de résister à la pression. Oui, le livre « Le toucher de Midas » vient de l'idée suivante. Pourquoi certains entrepreneurs deviennent riches, mais la plupart ne le deviennent pas?
Et ce dont parle le livre, c'est ce que vous faites et ce que je fais qui nous donne un avantage dans tout ce que nous entreprenons. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens à la télévision, beaucoup de gens dans l'immobilier. Mais il y a certaines choses que vous faites qui donnent à vos bâtiments une valeur ajoutée supplémentaire de 50%. Il y a des choses que vous faites qui sont magiques. J'étais récemment à Las Vegas et tout ce que j'ai vu, c'est les bâtiments Trump. Quand je vais à Chicago, tout ce que je vois, c'est les Trump Towers. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'écrire dans le livre Le toucher de Midas. Il y a certaines choses que vous et moi faisons qui nous donnent un avantage sur l'entrepreneur ordinaire. Par exemple, votre show de Apprentice, combien cela valait-il? Je veux dire, pas seulement pour l'émission télévisée, mais combien cela valait-il pour la marque Trump dans son ensemble? The Apprentice, pour moi, a été une aventure incroyable. Personne ne pensait que ça allait réussir. NBC ne m'avait même pas signé pour plus d'1 an de contrat. C'était juste une affaire d'1 an. Cela allait passer à la télé et c'était censé disparaître, comme pour la plupart des émissions. 97% des émissions qui passent à la télévision échouent. Et The Apprentice allait être, vous savez, comme un coup d'un soir. Ça allait être diffusé et seulement quelques personnes allaient regarder. Depuis le lancement du show, The Apprentice a été copié plus de 15 fois. De nombreux entrepreneurs, de nombreux grands entrepreneurs ont copié l'idée et ont tous échoué. Et pour moi, ça a été un succès énorme. Et le show a même été diffusé après la finale du Super Bowl. Donc oui, ça a été une très très belle aventure. C'est amusant quand on vous dit que ça ne va pas marcher. C'est ça qu'adorent entendre les entrepreneurs. Oui, moi j'adore ça. Ça rend la vie beaucoup plus excitante. The Apprentice a été tellement amusant pour moi, surtout en sachant que ça n'allait pas marcher. Et ensuite, c'est devenu l'émission numéro 1 à la télévision. Donc ça a vraiment été très amusant. Encore une fois, le toucher de Midas revient sur ceci. Vous aviez une émission télévisée. J'ai aussi mes petites émissions à la télé. Mais quand vous écrivez un livre, il devient un best-seller. Quand j'écris un livre, il devient un best-seller. C'est ça, le toucher de Midas. Et Robert, souvenez-vous de ceci. Vous avez écrit l'un des livres les plus vendus de tous les temps. Oui, dans le domaine des finances personnelles. Et qui diable sait qui vous êtes? Qui vous connaît vraiment? Qui connaît ce gars? Mais maintenant, ils vous connaissent. Même si c'est vrai que je vous ai un peu aidé. Oui, vous m'avez aidé. Vous savez, c'est très intéressant. Larry King est un gars formidable. Et il veut toujours que je passe dans son émission, uniquement parce que je fais de l'audience. Un jour, Robert était dans mon bureau et il m'a entendu dire à Larry que je ne ferais pas son émission. Larry est un gars très persistant. S'il vous plaît, faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Parce que je fais de l'audience. S'il vous plaît, faites-le, s'il vous plaît. Allez, venez. Et j'étais jeune, j'ai dit, non, je ne vais pas venir. Et Robert m'a dit, je n'ai jamais pu passer dans l'émission de Larry King. Jamais. Même avec ce livre à succès, il ne m'a jamais invité. Et j'ai rappelé Larry et j'ai dit, vous savez quoi? Je vais faire votre émission. Parce que j'ai soudain réalisé que, d'une certaine manière, vous m'avez fait attirer chez Robert, c'était le fait qu'il avait écrit un livre qui est resté longtemps le best-seller numéro 1. Père riche, Père pauvre. Un livre génial. Oui, et personne n'avait jamais entendu parler de moi. Personne ne le connaissait. Il ne pouvait même pas être invité chez Larry King. Ce qui est incroyable. Mais Robert est quelqu'un qui n'abandonne jamais, quoi qu'il arrive. J'ai pu observer cela. Et quand il m'a approché pour qu'on écrive un livre ensemble, même si j'avais déjà plusieurs livres best-sellers à mon actif, je me suis dit, ça peut être une bonne idée. Vous avez un livre best-seller, j'ai des livres best-sellers, alors écrivons-en un ensemble. Et le livre a connu un énorme succès. Ça a été très amusant de le faire avec Robert. Mais Robert est quelqu'un que j'ai appris à bien connaître, et il n'abandonne absolument jamais. Eh bien, ce que j'ai beaucoup appris en travaillant avec Donald, c'est le respect. Vous savez, tout ce que j'avais vu de vous à la télévision, vous êtes comme ça dans la vraie vie. Mais ce qui a vraiment changé ma vie en travaillant avec vous, c'est la façon dont vous êtes gentil avec les gens. Je veux dire, vous êtes quelqu'un de dur quand quelqu'un fait une erreur. Mais je ne vous ai jamais vu dégradant ou méchant avec qui que ce soit. Je veux dire, la chose la plus importante que j'ai apprise de vous, c'est d'avoir plus de respect pour tout le monde, riche ou pauvre, important ou pas important. Je me souviens de la dernière fois quand j'ai utilisé l'expression « petites gens » et vous m'avez dit « n'utilisez jamais ce terme, il n'y a pas de petites gens ». Et ça, c'est la chose la plus importante que j'ai apprise de vous. C'est ce respect que vous avez pour tout le monde. Et c'est vraiment ce que j'ai appris de vous. Nous faisons souvent des événements avec un ami que nous avons en commun, et je vous ai toujours vu traiter tout le monde avec tellement de respect. Il n'y a pas de questions stupides. Vous êtes toujours charmant, vous élevez toujours la situation. Et ça m'a vraiment marqué. Parce que dans ma propre entreprise, parfois, je pense que je suis meilleur que les autres.
Et ce que j'ai appris de vous, c'est de respecter tout le monde. Eh bien, je pense que c'est toujours une bonne chose, en effet.